Bonjour Camille Seba, Bonjour camarade. merci d'accorder cet entretien à l'agence Infolibre. Vous êtes donc un essayiste, aussi chroniqueur politique dans l'émission Le Grand Rendez-vous, diffusée sur la télévision sénégalaise 2STV. Vous Et étiez... propagé aussi par le bouquet Canal+, dans toute l'Afrique francophone aussi. Mhm. Très bien. Donc vous étiez récemment à Marseille pour présenter votre nouvel ouvrage Black Nihilisme, Résistance africaine au mondialisme, retour à la tradition primordiale. C'est donc le deuxième tome du premier livre que vous aviez sorti, Supranégritude, Exactement. qui était paru l'année dernière. Mhm. Nous devions vous interroger à Marseille, mais suite à un petit imprévu, nous vous voyons finalement à Paris. Donc on va rentrer un petit peu dans des sujets un petit peu périphériques, mais qui concernent l'actualité de la dissidence. Pas de problème, je réponds à tout. Alors Alain Soral est au centre d'une récente polémique concernant notamment des accusations de harcèlement sur une femme nommée Binti, et aussi concernant la création d'un nouveau parti politique, Réconciliation Nationale. Mhm. Donc peut-être même que ces deux polémiques sont reliées entre elles. C'est possible. Quelle est votre analyse du sujet? Mon analyse, elle est distanciée. Contrairement à beaucoup de gens dans le courant de la dissidence, qui selon moi sont tous d'un côté ou de l'autre à fleur de peau, genre c'est un camp, c'est une guerre. C'est soit t'es avec Soral ou t'es contre Soral. Et moi-même, l'avantage, la chance que j'ai, c'est que je veux dire, j'ai commencé l'activisme politique avant que le terme dissidence existe. Je me suis fait connaître rue des Rosiers. Je ne me suis pas fait connaître en 2014. Et mes activités peuvent avoir une coloration dissidente, au sens que je m'oppose à l'ordre établi majoritaire, mais je ne suis d'aucune chapelle. Je ne suis pas de R, je ne l'ai jamais été. Et tout le monde pourra noter cette cohérence sur ce sujet. Je ne suis pas non plus opposé à ER, au sens que ma dimension politique et mon travail politique fait que je constate qu'on a les mêmes adversaires ultimes. Et je le dis avec une très grande clarté. Maintenant, cette affaire, pour moi, elle revêt beaucoup de problématiques qu'il est nécessaire de citer. L'altercation qu'il a avec une femme, moi, je n'ai pas parlé de la vie privée des gens. Je trouve ça pathétique. Et j'ai envie de dire que la plupart des gens, la plupart du temps, quand quelqu'un commence à se prendre la tête sur la vie privée des uns, c'est que lui-même, dans sa vie privée, il n'est pas heureux. Donc je suis toujours un peu circonspect de ce genre de situation. Et moi-même, je veux dire, je suis un homme, tout le monde le sait, je l'écris même noir sur blanc dans mes livres, non pas pour me vanter, mais voilà, on le sait que j'ai un long historique avec la gente féminine, ça n'a jamais été un secret. Après, je ferai jamais de selfie, moi je fais pas de selfie à titre personnel, mais après ça c'est le projet de chacun. Je ne suis pas là pour rire, sourire ou moquer, vraiment pas. Mais Soral a eu une altercation avec une femme, il se trouve que cette femme est une femme noire. Est-ce que c'est pour ça que je vais réagir à la base? Personne n'a forcé un tel ou un tel à se mettre les uns avec les autres. La seule chose sur laquelle j'ai réagi, parce que, évidemment, je dois aussi répondre à mon public, qui dans son immense majorité n'a rien à voir à faire avec la dissidence. Les 80 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, la majorité n'a rien à faire avec la dissidence, c'est du factuel. Sachant que dedans, il y a une partie qui est sur le continent africain, d'autres qui sont sur la diaspora, dans la diaspora. Quand dans le texto, quel que soit ce qui a été dit avant, l'altercation et on répond, en gros, toutes les femmes noires sont des putes, même s'il l'a dit peut-être sous le ton de l'énervement, et c'est quelque chose sur lequel je peux essayer de cogiter, sans excuser ou quoi que ce soit, je suis obligé de réagir. Quel que soit ce que la femme se nommant Binti, la sœur se nommant Binti, a fait ou a dit, toutes les interjections auraient été, pour moi, audibles. Mais cette logique-là de parler des femmes noires, j'ai une fille noire, voilà, je suis marié à une femme noire, j'ai un long historique, un long relationnel avec les femmes noires, j'y suis attaché. Je ne peux pas, sans me présenter en défenseur d'une cause, il n'y a pas de Roméo et de Juliette ici, mais je parle de faits, je suis obligé de réagir. Après, j'ai une grosse distance critique par rapport à toutes les personnes qui se sont servies de cette démarche-là pour, après, entre ceux qui vont exhiber Soral quand il montre sa troisième jambe, et d'autres qui veulent sanctifier Soral, veulent le transformer en homme idéal, complot du système. Non, il y a une récupération qui est réelle. Pas forcément de Binti, pas forcément de la femme noire,
Parce que je pense qu'elle, c'est quelqu'un qui a souffert dans sa chair, j'en suis convaincu. Et comme n'importe quelle femme qui a une altercation avec un homme. Et je ne suis pas là pour juger. Mais quand certaines personnes, sans avoir à les citer, parce que je suis convaincu qu'elles pourront se reconnaître, vendent des photos ou vont voir les médias et vendent certaines choses en instrumentalisant, excusez-moi, la sœur et l'attitude de Soral, c'est malsain. Et ça profite à un système, selon moi. Que la sœur dénonce ce qu'elle a vécu, moi je peux le comprendre. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Que Soral, lui, sorte sa version. J'ai vu une version qu'il a sortie sur ER qui est complètement différente de ce qui a été énoncé par la sœur. J'ai envie de dire que la justice tranchera. Je parlais de ça avec mon formateur en philosophie, le professeur Grégoire Biogo, qui me disait, dans ce genre de situation, la décision la plus sage, c'est d'attendre que la justice rende voilà, sa vision des choses, donne sa décision. Et par la suite, en fonction de ça, on peut se positionner concrètement. S'il y a des propos qui ont été tenus, s'il y a un harcèlement, s'il y a une mauvaise attitude, les choses devront être condamnées. Non pas sur le terrain moral, parce que je ne suis pas un juge de morale, ce n'est pas ma démarche, mais simplement sur le terrain de la critique globalisante vis-à-vis des femmes noires ou autres. Point. Après, sur réconciliation nationale, c'est une question qu'il faut se poser. Comment se fait-il que cette affaire prend une telle ampleur peu de temps après l'annonce de la création du mouvement avec Dieudonné et Soral? Je l'ai dit dans une interview précédente, et je le redis aujourd'hui, et je le dis depuis 10 ans. Je le dis même depuis 15 ans. La réconciliation nationale, elle revêt, là encore une fois, différentes catégories ou différentes méthodes. Si c'est pour que tout le monde soit, les Africains, les Maghrébins et autres, soient dans l'assimilation, moi je n'y crois pas. Et cet exemple, j'ai envie de dire, illustre que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. C'est plus complexe. On ne peut pas demander à des personnes de s'assimiler, de commencer à leur demander de tous chanter la Marseillaise, ils ne le feront pas. Il y a des millions de gens qui ne feront jamais ça. Et ça, c'est une utopie. Dire cela ne veut pas dire, comme certains voudraient caricaturer, que cela signifie que la seule solution, c'est que tous les Africains rentrent en Afrique. Je n'ai jamais dit ça non plus. Pour moi, la meilleure façon de résister au mondialisme, c'est de rentrer. Mais il existe aussi une autre possibilité qui est que ceux de la diaspora vivent en France, comme les Chinois, comme d'autres, respectent le pays dans lequel ils sont, parce qu'il faut respecter l'endroit dans lequel on est. C'est une priorité. Respectent les autres communautés, n'y soient pas forcément fermés, mais travaillent là où ils sont installés pour développer leur continent. Et ça serait ce qu'on appellerait une fraternité de communauté, une solidarité intercommunautaire. Mais ça sera beaucoup plus sincère et beaucoup moins hypocrite, selon moi, que l'assimilation qui va péter à la gueule, tôt ou tard, excusez-moi le terme, mais de ceux qui l'auront prôné. Et c'est là simplement où je dis, et je le répète avec fermeté, que je ne suis pas en adéquation à titre personnel avec le projet de réconciliation nationale de Dieudonné et Soral. Pour moi, Dieudonné, mon frère et ami, se trompe sur ce point-là. Mais est-ce que cela signifie que je peux me réjouir de la manière dont ce mouvement et ce parti est attaqué à l'heure actuelle par le gouvernement suite à la faute, entre guillemets, de Soral lors de cette altercation? Non, je ne m'en réjouis pas. Parce que quels que soient mes désaccords politiques avec ces derniers, les désaccords que je veux voir se régler par la suite, je veux qu'ils soient réglés sur le terrain de la pensée, pas sur le terrain de polémique pathétique. Donc je prie pour que cette situation soit clarifiée le plus tôt possible et que la justice donne raison, même si je ne crois pas trop en la justice non plus, d'ailleurs, terrestre ou des hommes, mais que la justice donne raison à l'un ou à l'autre et en fonction on pourra se positionner. Donc réconciliation nationale, à titre personnel, ce n'est pas mon projet. Je pense que, et c'est là où il y a un frère qui m'a parlé du fait que le député, enfin l'ancien, il ne l'est plus maintenant, je crois aujourd'hui il est coach de relooking, c'est un camarade, un ami c'est un grand mot, mais c'est une connaissance, c'est quelqu'un de très sympathique, Laurent Lui, dans sa démarche, il a dit, Kémy, il ne faut pas pousser à la guerre civile. En gros, si on n'est pas d'accord avec l'assimilation, c'est-à-dire qu'on est pour la guerre civile, mais c'est tellement pathétique de dire ça. Beaucoup de Français viennent en Afrique, ils ne s'assimilent pas, ce n'est pas la guerre civile pour autant, on peut se respecter. Il y a différentes communautés qui vivent en Afrique, on peut se respecter. On peut parler même en fraternité, être une communauté de pensée, une communauté sur le terrain des idées. Quand je vais en Iran, quand je me rapproche quand je suis avec les Vénézuéliens, on n'a pas la même nationalité, on n'a pas le même, on n'a pas la même culture, mais on a les mêmes idées sur un certain nombre de sujets. C'est la même chose que je pense qui serait intéressant, qui pourrait être intéressant, excusez-moi, dans ce cadre-là,
c'est que la réconciliation nationale, s'il y a réconciliation, c'est qu'elle ne passe pas par le biais de l'assimilation, mais par le biais de solidarité entre différentes communautés qui ne se mentent pas à elles-mêmes en se disant oui, on est des patriotes français et fiers de l'être, parce que le jour où la France sera en tension ou en guerre avec un autre pays, celui qui veut se borner à croire que l'assimilation républicaine est possible verra des gens retourner leur veste et leur manteau parce qu'ils seront liés à leur pays d'origine. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde les choses avec sincérité. Ce n'est pas dire ça, il y a eu des personnes tellement dogmatiques de ce courant de la dissidence, c'est pour ça que je prends beaucoup mes distances depuis un certain temps, bien entendu à cette polémique, qui ont été dans la démarche de dire oui, Kémy, il tire sur la dissidence, il tire sur Soral, il tire sur Réconciliation. Ces gens-là ne réfléchissent pas, vraiment. Ils sont ridicules. Ils n'ont pas compris. Soral n'est pas mon ami, je le redis, mais Soral est quelqu'un qui se bat contre le même ennemi. Et je serai toujours, sans être son ami, plus proche de Soral que d'un Bernard-Henri Lévy. Ça, c'est très clair. Maintenant, de la même façon que s'il est en conflit avec une femme noire, et qu'il l'insulte, s'il insulte de pute, excusez-moi le terme, ou d'idiote, ou il lui donne toutes les interjections, tant qu'il n'y a pas la connotation raciale, c'est un problème entre lui et elle. Si après il commence à essentialiser et parler de toutes les femmes noires, il est normal que je me sente proche de ma sœur. Il est totalement normal. Ça va au-delà d'elle, j'ai envie de dire. C'est même plus elle le sujet. Donc il y a une distance réelle de ma part, parce que je ne vais pas passer mon temps à rester sur cette thématique, mais j'analyse. Et ce qui se passe là n'est pas un hasard, la récupération des El Fassi, la cooptation dans notre communauté de certains qui veulent essayer d'instrumentaliser cette affaire, et autres. Pour moi, à titre personnel, la mauvaise communication de Soral aussi. Je pense qu'il n'a pas été, il aurait pu être très clair sur cette chose-là. Il aurait suffi qu'il dise une phrase en disant je me suis emporté sur ce point-là, je ne voulais pas parler des femmes noires, j'avais une altercation avec cette femme, le problème était réglé. Je vous le dis. Parce que j'ai envie de dire aussi que personne ne force un tel à aller avec une telle et personne ne force une telle à aller avec un tel. Donc voilà. Donc il y a des choses qui se sont passées dans les deux côtés. Moi, je suis lié à la sœur et en même temps, j'ai le même ennemi que Soral a comme ennemi aujourd'hui. Et en ce sens-là, je ne peux pas me réjouir quand je vois les supports médiatiques de la communauté dite organisée qui reprennent cette affaire et qui s'en gargarisent. Ça me pose problème. Voilà, clairement. Très bien. Et puis, récemment, vous avez été en prison. Sans transition. Oui, sans transition, parce que peut-être que inconsciemment, ça vous aide à prendre du recul par rapport à tout ça et de prendre un peu de distance. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur les raisons de cette incarcération et comment cet emprisonnement a-t-il été perçu chez vous, au Sénégal, en Afrique et en France, auprès de vos soutiens? Écoute, clairement, cette affaire n'a fait que consolider le message qui est le nôtre auprès d'un bon nombre de personnes. Les réseaux sociaux ne veulent rien dire. On a gagné 30 000 personnes en un mois et demi. On a reçu un nombre incalculable de soutien, de messages. Même en prison, j'ai reçu plus de lettres qu'un Jérôme Kerviel qui était, à l'époque où il était incarcéré, à la cellule qui était juste à côté, qui était dans la cellule juste à côté de la mienne. Les surveillants étaient hallucinés de voir tous les courriers qu'on recevait, de partout. Il y a eu une forte mobilisation, mais qui s'est passée sous une nouvelle forme, à mon sens. C'est qu'il n'y a pas eu une mobilisation au sens libérer Kémy, comme on le fait depuis des années 30 ou autres, ça ne rime plus à grand-chose aujourd'hui. L'organisation s'est faite par le biais des réseaux sociaux, sur la demande de mon staff. Certains ont été frustrés parce qu'ils voulaient expurger leur colère, et je les comprends. Mais on a été beaucoup plus efficace, in fine, en s'organisant, en propageant le message par le biais du livre, parce qu'ils voulaient court-circuiter la tournée. La tournée via le livre ne s'est jamais autant... En tout cas, le livre ne s'est jamais autant répandu. C'est une réalité. Et en Afrique, au Sénégal, j'ai eu le soutien fondamental de mon équipe de télévision avec laquelle je travaille, l'équipe d'Aldemba Productions qui produit Le Grand Rendez-vous. J'ai eu un soutien énorme des étudiants. De toute façon, tous les commentaires sont visibles sur ma page fan. Enfin, j'aime pas le terme page fan. Thème ma page de sympathisants soutenant Kémy Séba. La diaspora, un énorme soutien aussi. Et je remercierai jamais assez toutes les personnes, tous les frères et sœurs de couleur, mais aussi de douleur, quelle que soit leur couleur, qui se sont concernés par le travail qui est le nôtre.
on n'a jamais eu une aussi grosse audience qu'aujourd'hui. Je pense que mon retour sur la terre-mère, les coups que je prends, les coups que je donne aussi, et le fait que je sois dans le concret quotidiennement, ça fait en sorte que des personnes avec lesquelles, même si on pouvait être en désaccord par le passé, aujourd'hui, elles sont obligées de concéder qu'on est dans la réalité sur un certain nombre de sujets. Voilà. Et on n'a pas raison sur tout. On apprend tout le temps. Mais le fait qu'on se remette en question, je pense que ça touche aussi beaucoup les gens. Voilà. Ok, on va pouvoir aborder le vif du sujet, le continent africain. Donc en France, les médias ne dévoilent souvent l'Afrique noire qu'au prisme de la misère, des guerres, de l'exploitation, des famines et autres maladies. Bernard Lugan aussi d'ailleurs. Bref. L'expert Afrique de Soral, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc vous qui vivez maintenant pour la plus grande partie au Sénégal, est-ce que vous pourriez Le nous... Sénégal et le Bénin. En fait, je fais vraiment les Sénégal, Bénin et Nigeria pour d'autres affaires dont je ne peux pas forcément parler, mais qui ont toujours trait à la politique. Voilà. Ok. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre expérience locale et surtout sur ce qui vous donne espoir dans le présent du continent africain, à contrario des clichés qu'on pourrait avoir, nous, occidentaux? Alors la première réponse que je vous donnerai, camarade, c'est que, et je commencerai par la fin de votre question, l'espoir que j'ai, de manière indiscutable, c'est la jeunesse. La force vive du continent africain, et là ce n'est pas qu'un slogan, c'est du vécu, la jeunesse, qu'elle soit dans les villes, qu'elle soit dans les villages, dans les universités, c'est elle qui va changer le destin de l'Afrique demain, de manière claire, nette et précise. Une jeunesse débordante d'énergie, débordante d'inventivité, qui n'a pas forcément les moyens toujours de sa politique, et c'est là-dessus que le bas blesse, et c'est pour ça qu'on a notamment créé une structure qui s'appelle la MBAD, Microbanque africaine de développement, qui va dans le sens, qui aujourd'hui s'appelle DIAS, et qui va dans le sens d'essayer de contrecarrer, d'être une alternative à Western Union et autres, où nous, plutôt que de donner l'argent à des gens simplement parce qu'ils sont des cousins, il y a une logique de cotisation mensuelle dans différentes villes de la diaspora, où la diaspora est installée, 10 €, et au bout d'un certain temps, on finance des projets. Les projets des personnes les plus déterminées qui n'ont pas forcément des familles ici. Ça, c'est du concret. Et moi, je suis venu aux larmes quand je vois la manière dont la jeunesse aujourd'hui, sur le continent africain, prend son destin en main. Le pouvoir politique est descendu, il n'est plus dans les urnes. Il est dans la société civile. Et dans la société civile, l'entité qui porte le brassard de cette équipe qui est la société civile, c'est la jeunesse. Jeunes hommes, jeunes femmes. Il y a une vitalité qui dépasse l'entendement. Même les idées d'indépendance, les idées de résistance. C'est pas comme la jeunesse ici, matrixable par SOS Racisme et autres, c'est beaucoup plus complexe que ça. Sur le continent africain, c'est une jeunesse qui a le discours des anciens. Simplement, elle croyait que le discours était mort dans les livres. Nkrumah, Sankara, Oumniobé, etc. Et là, par la grâce de Dieu et par la force des ancêtres, par le biais d'un certain hasard qui n'en est pas en réalité, le fait que des personnes comme moi ou d'autres aient pu avoir accès aux médias, cela a redynamisé, dans une certaine partie de la sphère francophone en tout cas, la thématique du panafricanisme lui a redonné sens et lui a redonné naissance. C'est ce que je constate au quotidien. Et ce panafricanisme-là, qui n'a rien à voir avec la perception qu'on en a en Occident, les gens font toujours le parallélisme pan-européisme, panafricanisme, ils font le parallélisme Union européenne, Union africaine, ça n'a strictement rien à voir. L'Union européenne est un projet des banques, est un projet du lobby, du cartel financier qu'on connaît, on ne va pas encore le citer, alors que de l'autre côté, l'Union africaine, même si aujourd'hui c'est un verre vide, mais l'Union africaine, c'est le projet, c'est la démarche de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance africaine. Ça n'a strictement rien à voir. L'Union africaine est un projet d'indépendance continentale des Oumniobé, Sankara, Lumumba et autres, toutes les personnes, et Muammar al-Kadhafi, qui est le dernier géant pour moi sur le continent africain, qui se sont levés pour que notre peuple, justement, puisse être respecté, qui ont compris qu'ils étaient dans une démarche d'être obligés de faire sauter les frontières qui étaient nées en 1884 et 1885 lors de la conférence de Berlin. Frontières organisées par les francs-maçons qui ont découpé le continent africain comme si c'était un gâteau. Ils ont été dans une démarche de vouloir faire sauter ces frontières. Ils ont compris qu'on sera plus fort en réunissant nos voix pour n'en faire qu'une et faire en sorte que cette voix puisse peser au concert des nations et lutter contre l'impérialisme qui est aujourd'hui le cancer des nations, quelque part.
Et ce panafricanisme-là propagé, qui peut prendre différentes, là, encore une fois, colorations, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, philosophiques ou autres, c'est en train de pénétrer beaucoup de sphères dans la société civile. Je suis extrêmement confiant par rapport à ce qui se passe et je suis beaucoup moins pessimiste, mais le pessimisme peut être volontaire, beaucoup moins pessimiste que ce que les médias occidentaux essayent de montrer en disant que c'est un continent où il y a la famine, il y a la mort, il y a des maladies partout. C'est vrai qu'il y a des maladies. Il faudrait se poser la question de savoir d'où elles sortent aussi. Elles apparaissent comme par magie. Moi qui aime le dictionnaire, je découvre des mots parfois qui s'appellent le bioterrorisme aussi, ça existe. Le docteur Basson en Afrique du Sud était un grand spécialiste du bioterrorisme aussi. Donc ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Wouter Basson, j'encourage ceux qui ne connaissent pas à faire des enquêtes pour savoir de qui il s'agit. Et malgré tous ces obstacles, toutes ces difficultés, je vois un continent où tout peut être développé. Et c'est la définition. Un continent soi-disant sous-développé, par définition surdéveloppable. Par opposition à une société dite civilisée, dite surdéveloppée, mais qui touche son plafond de verre et qui, par conséquent, aujourd'hui est en crise. Et c'est ça le visage du capitalisme. Si on ne crée pas pour nourrir les besoins, mais on crée pour accroître nos gains, in fine, à la fin, il y a saturation. Et c'est le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'Afrique, c'est pas ça. Les gens parlent souvent du nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, pour les Occidentaux, est un ancien ordre pour nous, depuis très longtemps. L'esclavage, c'est du mondialisme. Pour celui qui prend la peine d'analyser. Quand on déracine des gens, on leur change leur nom, on leur change la mentalité, on les programme pour être autre chose. C'est exactement ce qui se passe pour les populations prolétaires blanches aujourd'hui en Occident, quelle que soit leur confession religieuse d'ailleurs. Ça, c'est une réalité. Le colonialisme, ça aussi, c'est du mondialisme. Donc nous, ça fait très longtemps qu'en tant qu'Africains, on est confronté à ces problèmes-là. Et en ce sens, là où il y a un réveil, une douleur et une réaction violente, en Occident, parce qu'on découvre ce colonialisme-là, aujourd'hui, plus que jamais auparavant, en Afrique, c'est une continuité. Mais il y a un réveil qui est en train de se faire. Et celui qui aura compris la nécessité de se réapproprier sa terre, de pouvoir la contrôler. Aujourd'hui, on voit les Chinois qui sont en train de s'étendre d'une manière exponentielle sur le continent africain. Beaucoup en veulent aux Chinois parmi les Africains, mais le problème, c'est que les Africains qui désertent leur terre ne doivent pas s'étonner qu'elle va être utilisée par d'autres. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, tout est à faire. Tout est à protéger, excusez-moi. Mais surtout, tout est à étudier. Il faut aller en Afrique pour comprendre ce qui se passe véritablement. Il faut y vivre. Il faut vivre les difficultés. Il faut vivre 10 coupures, excusez-moi, d'électricité dans la journée. Il faut vivre avec l'eau que vous n'avez pas pendant des heures. Il faut vivre avec tout ça pour comprendre l'urgence dans laquelle on est, mais en même temps, le chemin qui est parcouru et le chemin qui reste à parcourir. Moi, je suis très confiant. Très, très confiant. Et c'est pour ça, je pense que les services secrets français, il y a l'équivalent de la DGSE aujourd'hui, qui s'est d'ailleurs basé au Sénégal depuis fin décembre. Depuis 30 ans, ils étaient au Gabon auparavant, et puis comme par magie, maintenant ils sont basés au Sénégal. C'est marrant. Eh bien, je comprends qu'ils s'inquiètent de la tournure que prennent les choses. Il y avait un rapport prospectif dont je parle dans mon livre, où les services secrets français disent que dans les temps à venir, dans les 20 prochaines années, ou 30 prochaines années, le problème principal en Afrique, ça sera le djihadisme d'un côté et la montée du panafricanisme. Monter les sentiments patriotiques, par extension au panafricanisme. Ils savent de quoi ils parlent. Parce qu'ils ont compris qu'à partir du moment où l'Africain reprend goût à son destin et à son indépendance, il ne sera pas opposé aux autres à cause de leur couleur de peau, comme moi-même j'ai pu l'être à une époque adolescente de mon activisme politique, mais il sera opposé à ceux qui veulent lui dicter sa conduite. Et l'Afrique, c'est la terre-mère. Ça ne la rend pas supérieure aux autres, loin de là, la preuve. Et ça lui donne une grosse responsabilité, qui est de montrer la voie de l'indépendance et de la dignité. C'est comme ça que je vois les choses.
Est-ce qu'on vous reproche votre origine française quand vous parlez du panafricanisme? Dire oui, tu parles de l'Afrique, mais toi, t'es français, t'as connu que la France dans ta jeunesse. Comment ça se passe? Alors, dans 99,9% des cas, et c'est ce qui explique, je pense, sans trop flamber ma popularité là-bas, et qui explique d'ailleurs que je suis le seul dont le poste a été reconduit dans la nouvelle émission, la nouvelle saison. Les autres, c'est des nouveaux qui viennent, des anciens qui reviennent. Les trois quarts des gens sont touchés par la dimension panafricaine parce que c'est là l'astuce. Et c'est là où on fait sauter ces histoires de noirs nés en France, noirs nés au Sénégal, noirs nés au Burkina, noirs nés au Sénégal. Le panafricanisme, comme le disait Nkrumah, c'est l'identité réelle de l'Africain. C'est l'identité qui transcende les frontières imposées pour nous donner une nationalité et une identité choisie par nous tous, par nous autres. Et en ce sens-là, donc, quand tu parles de panafricanisme, d'exaltation de la solidarité africaine, de la nécessité de faire sauter les frontières imposées, frontières maçonniques et autres, mais la masse, évidemment, qu'elle suit. Après, dans certains cas, il y a eu un épisode comme ça dont je parle dans mon livre. Une altercation que j'ai eue qui n'était pas nécessaire. Avec le recul, je suis un peu sorti de mon rôle de chroniqueur pour revenir à mon ancien statut de débatteur de rue, parce que je suis un grand clasheur aussi. Une altercation avec un membre de la société civile, d'ailleurs, que je ne citerai pas encore, je n'ai plus besoin de le reciter, qui est coopté par Georges Soros. Il suffit juste de faire des recherches et de le savoir. C'est du vécu, c'est du réel, ça reste un frère. On n'a pas le même propriétaire. Le propriétaire de mon combat, les propriétaires de mon combat, c'est Dieu. Et en dessous, c'est les ancêtres. Son propriétaire à lui, c'est Soros. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais il m'a traité, oui, il m'a dit retourne dans ton pays. Parce qu'il n'avait plus d'arguments pour répondre par rapport à ce que je lui disais. J'aurais pu sourire et rester. J'ai été heurté. Bien sûr. Mais j'ai compris et constaté que ça fait partie de ceux qui sont des outils de la déconstruction de l'Afrique aujourd'hui. Et donc je passe au-dessus. Il y a dans le peuple, évidemment. Dans les premiers temps, je suis arrivé, il y a un terme au Sénégal, on appelle Niak. C'est tous les Africains, Ouest-Africains non sénégalais. C'est une injure. J'ai entendu ça comme tout le monde quand je suis arrivé en Afrique. Moi qui avais l'African Dream, j'allais dire l'American lapsus non révélateur, mais l'African Dream, cette solidarité, cette fraternité, bien sûr que dans les premiers temps, il y a eu des désillusions. Mais j'ai envie de dire, mes parents sont venus en France, ont connu la difficulté de l'intégration dans un monde qui n'était pas le leur. Je viens sur un continent où j'ai ma famille qui est là. Il faut le savoir, mon père a fait ses études, c'est une longue histoire, ma sœur est née là-bas. Mon père a fait ses études de médecine, a commencé ses études de médecine là-bas. J'ai beaucoup de cousins qui étaient là-bas, etc. C'est Pitcher, Anta Diop et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi devrais-je baisser les bras pour m'intégrer? C'est ça que je me suis dit. M'intégrer à mon propre paradigme. Je l'ai fait et je l'ai réussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un sourire. J'ai le sourire quand j'ai en mémoire, excusez-moi, ces personnes qui parlaient du fait que c'était impossible pour un Africain de la diaspora de s'imposer. Aujourd'hui, je fais partie de l'émission la plus populaire sur le continent, dans la sphère francophone. Je ne suis pas né là-bas. Je propage mon message. Je donne des conférences dans les universités, bien longtemps même avant que j'ai fini ma formation en philosophie, avec le professeur Gregor Biogo, à qui je rends hommage d'ailleurs. Je donnais des conférences dans les universités, alors qu'ici en Occident, je les donnais sur le bitume, dans le ghetto. Donc j'ai réussi à m'imposer là-bas. Et le parcours qui est le mien est la preuve que celui qui veut récupérer son destin, qui veut retrouver le sentier de son destin, il a toutes les possibilités possibles pour le faire. Ce n'est qu'une question de volonté. C'en est la plus grande illustration de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et j'ai jamais été aussi épanoui de ma vie dans ce travail que je mène. Voilà. Pour répondre à ta question, donc, bien sûr qu'il y a de la bêtise, je n'appelle pas ça du racisme. Le racisme, c'est une invention. On est toujours plus proche de son frère que de son voisin. On est toujours plus proche de son cousin que de celui qui est d'une autre famille, etc., etc. Je suis plus proche de celui qui est de ma ville que de celui qui va être, etc., etc. Mais au final, ça c'est humain. Moi, je ne veux pas blâmer le blanc, l'arabe ou autre qui est comme ça. Simplement, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet politique. Et dans le projet politique, je m'inscris dans la ligne fondamentale. Je suis un fondamentaliste du panafricanisme. Et c'est pour ça que je pense être de ceux qui sont les plus audibles aujourd'hui, de très loin. Francophones ou anglophones confondus. Parce que je reprends la racine, mais je la remets à jour.
Le problème, c'est plus simplement la France-Afrique. Le mondialisme, ça revêt beaucoup de problèmes, là encore, qui sont bien plus complexes que simplement de parler de la stratégie de Jacques Foccart et autres. On est passé à un autre stade. Aujourd'hui, il y a la France-Afrique qui se mêle aux États-Unis-Afrique, à la Chine-Afrique, aux pétromonarchies-Afrique. C'est des choses qu'on doit dire. À Israël-Afrique. C'est des choses qu'on doit dire. Et au-dessus de tout ça, toujours une même caste apatride, qui compte aussi des membres de chez nous, des membres qui nous ressemblent, qui ont la même couleur de peau que nous, mais qui font partie de cette caste aussi. Et c'est cette caste-là contre laquelle on doit se battre. Et c'est pour ça que vous m'entendez moins parler, là encore une fois aussi, de... Je parle moins de sionisme, parce que je suis confronté à des réalités qui me font comprendre que le sionisme n'est qu'une branche. Comme le capitalisme est une branche. Mais ce n'est pas le tronc de l'arbre, selon moi. Voilà. On va rester sur le continent africain. Tout à l'heure, vous avez mentionné des espoirs. Récemment au Burkina Faso, suite donc à un soulèvement populaire, Blaise Compaoré a été renversé après 27 années à la tête du pays. Aujourd'hui, on a donc un nouveau pouvoir à la tête du pays. Donc on a Michel Kafando à la présidence et Isaac Zida, un lieutenant-colonel, comme Premier ministre. Quelle est votre opinion sur la situation actuelle au Burkina? Et on a vu aussi beaucoup de gens dans la foule avec des portraits de Thomas Sankara, justement dans la perspective de du concept que vous soutenez de panafricanisme. En quoi s'inscrit-il, ou non d'ailleurs, dans ce processus? Alors déjà, à titre personnel, très grande joie, évidemment, soulagement, de voir celui qui a été l'un des instruments, je dis juste l'un des instruments, parce que tout remettre sur la faute de Compaoré par rapport à la mort de Sankara, c'est une hypocrisie aussi. Il y a 3 partis qui ont tué Sankara. L'impérialisme, on le sait, via l'impérialisme français. Compaoré. Et il y a le peuple aussi qui a lâché Sankara à l'époque. C'est des choses qu'on ne dit pas. Beaucoup dans le peuple, hier. Et pas qu'au Burkina Faso, à d'autres endroits, disaient que Sankara était arrogant, insolent, ça me rappelle quelque chose. Trop dur. Beaucoup l'ont lâché. Vous regardez les dernières interviews de Sankara, quand on lui pose la question, est-ce que vous avez l'impression d'être compris? Il dit non, je pense ne pas être compris par le peuple. J'ai l'impression de pédaler, de monter, et de ne pas savoir où, en gros, où est-ce qu'il va, mais il sait qu'il doit monter. Donc soulagement que le peuple se réveille. La nouvelle génération prenne ses responsabilités. D'ailleurs, j'ai beaucoup de frères et de sœurs qui sont notamment reliés à notre page sur les réseaux sociaux, et qui font un travail honorable là-bas. Maintenant, ma seule peur, je l'ai dit précédemment, je le redis là, c'est que ce soit une révolte et non pas une révolution. Révolution sous-entendrait qu'on change le système complètement. Parce que c'est le système qui pose problème. Compaoré, c'est un acteur. Tu changes l'acteur, mais si la série reste là, on sera toujours dans la même situation, dans le même problème. Et on s'est soulagé, on a expurgé une douleur en chassant cet escroc, ce bandit politique, ce malfrat, ce traître. Mais comme à l'époque des printemps arabes, c'est toujours la même chose. On chasse la partie émergée de l'iceberg, mais on ne détruit pas l'iceberg en tant que tel. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la nouvelle stratégie de colonialisme au XXIe siècle, partout dans le monde, c'est la même chose. C'est on coopte la société civile, on se rapproche de la société civile. On analyse les douleurs de la société civile, des douleurs légitimes. On crée des ONG pour soutenir cette société civile, des ONG qui se cachent derrière la dialectique de ce que j'appelle, et je conceptualise comme étant l'impérialisme de la vertu. Dans Black Nihilisme, c'est ce dont je parle. Démocratie, droit de l'homisme, bonne gouvernance, etc. Alors les mêmes qui vous vendent ces concepts, si vous allez chez eux, vous rigolez parce qu'ils ne les pratiquent pas. Bah, je crois que c'est hier, il y a justement un enfant de 12 ans, un noir qui a été abattu aux États-Unis. Exactement. Donc ça fait sourire quand on plus entend les histoires à Ferguson. Bien sûr. Donc on en sourit quand on entend que ces mêmes personnes qui nous vendent ces concepts-là, extraordinaires, hein, dans le concept. Pour le logo, c'est génial. Mais dans les faits, c'est très problématique là aussi. Ils nous vendent ça et ça marche. À coup de dollars, dans des endroits où vous n'avez rien.
quand quelqu'un vient vous arroser pour soutenir une cause qui vous est légitime, et qui est légitime. Vous dites, on y va. Je comprends. Je parlais tout à l'heure de la personne avec laquelle j'étais en clash au Sénégal sur le terrain de la société civile. Je comprends que certains acceptent les financements. Je ne le ferai pas, mais je peux comprendre. Et le problème de ces ONG, c'est qu'elles s'assurent. Elles financent, mais elles s'assurent qu'on focalise notre attention uniquement sur la personne contre laquelle on veut se battre. Mais qu'on reste centré sur la personne et non pas sur le système. Et c'est là que le problème réel est. Et j'ai bien peur, j'ai une grosse inquiétude, mais je suis confiant, j'ai énormément confiance envers le peuple burkinabé. J'espère que c'est le système qui va s'effondrer. J'espère que la population aura assez de recul pour ça. Mais ça n'en prend pas les directions quand je vois les gens qui sont là. Aujourd'hui, ce sont des gens du sérail. Ce sont des gens du sérail. Donc on casse la jambe au capitaine de l'équipe, des traîtres, et on prend un remplaçant de la même équipe. Soit on dissout le club, liquidation judiciaire, soit on le boycotte véritablement. Moi qui suis passionné de foot, mais on ne peut pas être dans une démarche, on le remplace, et quelqu'un d'autre va porter le brassard. S'ils sont entraînés à la même enseigne, sur le même terrain. Il faut se poser des questions. Mais je suis fier du peuple burkinabé, de la jeunesse, la manière dont ils se sont bougés. Voilà. On aura une dernière question sur l'Afrique, et puis après on parlera de votre ouvrage Black Nihilisme. Donc l'Afrique est aujourd'hui une terre en proie à une bataille pour les ressources minières et énergétiques. Vous avez souvent mis en avant l'exploitation des ressources africaines par des prédateurs extérieurs. Tout à l'heure, vous mentionniez la Chine, les États-Unis. Comment est-ce que vous voyez l'avenir d'une Afrique qui serait dynamique face à l'enjeu de son indépendance politique et économique? La véritable dynamique qui se devrait d'être présente chez nous, et qui est en train de venir de toute façon, c'est qu'on comprenne que le développement sous le prisme occidental n'est pas un développement qui nous est propre. Il faut qu'on ait un développement qui est endogène. Il faut qu'on ait un développement qui soit en harmonie avec notre façon de vivre en société, qui soit en harmonie avec notre paradigme, qui soit en harmonie avec notre ontologie. Le développement en Occident, c'est quoi? Produire des biens pour produire des biens, pour produire des biens, pour produire des biens. C'est qu'en revenant ici du pays, en arrivant en Occident, un peu de temps de mon incarcération, que j'ai découvert, par exemple, qu'avec les téléphones, tu peux aujourd'hui, limite, tu peux prendre ta température. Bientôt, tu pourras être capable de... Enfin, tu peux lire ton horoscope, tu peux tout lire. À la base, le téléphone, ça sert à téléphoner. Alors, on n'est pas contre le progrès. Il n'y a pas de problème. Tu es toujours content. Tu peux avoir Internet, tu surveilles les choses sur Internet, tu lis ce qui se passe. C'est parfait. Mais c'est une réalité occidentale. Nous, on privilégie le développement humain. Le développement des ressources naturelles. La prise en charge de nos propres ressources. La dynamique passera par le fait de lutter contre l'exode rural. Parce que tout le monde afflue vers les villes, parce que c'est là aujourd'hui où il y a, tu me diras, c'est la même chose quasiment en Occident. Parce que c'est là où aujourd'hui il y a de l'emploi. Mais on oublie que pendant que nous, on fuit vers les villes, les Chinois, des Français et autres, eux, vont vers nos villages, prennent nos terres. Et en prenant nos terres, au Bénin, que je constate quand j'y vais, j'y suis tous les 2 mois, ou au Sénégal. Au Nigeria, c'est un peu plus complexe parce qu'ils ont réussi quand même à beaucoup plus se structurer. Eux sont dans une démarche de produire pour produire, parce qu'eux ont une vision à long terme. Et c'est ce que je dis toujours, notre problème, c'est que l'impérialisme prévoit, pendant que nous, on ne se contente que de voir. Il est nécessaire qu'on comprenne que sur le terrain dans lequel on est installé, on est sur un sol qui regorge de toutes les richesses possibles dont nous avons besoin. Toutes les richesses sans aucune exception. Je le dis vraiment. Le sol africain est une, comment dirais-je, bijouterie illimitée. Il faut juste être capable de reconnaître les pierres précieuses. Et c'est là le problème. Là, on va dans le système, la logique de la formation. Là, on va dans la logique de l'analyse de notre terre, de l'analyse de notre environnement. La vision de l'écologie chez nous n'a rien à voir avec la vision de l'écologie en Occident. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un truc de bobo là-bas. L'écologie, c'est comprendre l'environnement dans lequel on est pour être capable de protéger et de se réapproprier notre terre. Après, chacun a un rôle. Moi, je ne suis pas né pour être agriculteur, à titre personnel. Moi, je suis né pour passer ce message-là et pour essayer de déconstruire les schémas de ceux qui viennent se réapproprier notre terre. On est dans une équipe. Et la dynamique sera présente, réelle, à partir du moment où notre jeunesse et la nouvelle génération
réinvestira des champs qui pour l'instant sont laissés à l'abandon. Des champs d'action qui sont laissés à l'abandon réellement. Il faut toujours se poser la question pourquoi les dominants utilisent certains chemins. Ils vous disent non, mais le chemin qu'on emprunte, il n'est pas bon. Allez à gauche. Mais eux tournent toujours à droite. Là où ils vont, eux, c'est dans la logique de travailler nos terres. Mais on nous dit à nous, allez faire autre chose, il faut développer, faites autre chose, start-up, informatique et tout. Pas de problème, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut qu'on soit aussi sur ce canal-là. Et c'est dans cette démarche-là que je me situe aujourd'hui. C'est ce que je vois par rapport à notre jeunesse. Il y a énormément d'activités sur le terrain du travail de la terre, que ce soit les ingénieurs agronomes, que ce soit les agriculteurs et autres qui sont nécessaires. La médecine, on a besoin de... La médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui doit être retravaillé aussi, comme on le voit en Chine. La justice, on est dans un monde tellement corrompu. Et c'est ce que je dis partout quand je fais mes conférences dans les universités en Afrique ou dans la diaspora. Le monde africain est un monde corrompu à l'extrême. On a besoin des juristes. On a besoin de tout. On a besoin de tout. Et c'est ça la force du continent africain aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit capable de voir où se trouve notre centre de gravité. Réellement. Politique, économique et culturel. Voilà. Et pourtant, malgré tous ces besoins, il y a quand même encore beaucoup de gens qui quittent l'Afrique, vers notamment la France. Est-ce que certains médias ou personnalités politiques donnent une fausse image, entre guillemets, de l'Occident enjolivé, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on est une civilisation, en tout cas un pays qui est sur le déclin, en pleine crise. Est-ce qu'on cherche à enjoliver justement cette réalité en Occident pour encourager les gens à partir? Alors il y a ce qu'on appelle l'esclavagisme du XXIe siècle, pour moi c'est l'immigrationnisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, toujours dans ce procédé du dumping social, ils sont dans une logique déjà de spolier les richesses naturelles, et de l'autre côté, ils font venir à bas prix des milliers, pour ne pas dire des millions de gens, qui suivent le transit des richesses naturelles et qui viennent travailler à des prix qui dépassent l'entendement et qui font chuter la concurrence et qui font perdre le travail aussi, leur boulot, aux Occidentaux. Et eux travaillent comme des esclaves aussi ici. Il suffit d'aller dans les arrière-cuisines en France ou en Angleterre ou ailleurs pour voir comment ça se passe. Clairement, ce problème-là est entretenu parce que ça sert le capital, le grand capital. Là, c'est même plus une question de couleur, c'est une question réelle de classe. Il faut qu'on se prononce aussi sur cette réalité-là. Ça sert le grand capital de pouvoir prendre des gens qui n'ont rien et de les payer pour rien et qu'ils fournissent un travail parfois supérieur à ceux qui seraient payés normalement. Ça les sert. Donc ils entretiennent que l'Occident, c'est la terre des grands lendemains. Et il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités, nous autres en tant qu'Africains. Nous autres qui parfois avons des salaires pathétiques ici. Lorsqu'on revient en Afrique et qu'on vient jouer les puffs dédits, on balance non pas des dollars mais des francs CFA. On joue les big papa. Et on donne l'impression que c'est l'opulence ici alors que ça peut être la galère aussi. On a une responsabilité dans le fait de vendre un faux rêve à la jeunesse. On a une très grosse responsabilité. J'ai vécu en Occident, j'ai vécu en Afrique. Je le dis, les opportunités qu'il y a en Afrique, en Occident, on ne les trouve pas. Il faut le dire fondamentalement parlant, sur bon nombre de sujets. Alors bien sûr, le confort qu'il y a en Occident, on ne l'a pas en Afrique pour l'instant. Mais quand on veut un paradis, on le construit. Quand on veut un paradis, on le construit. Et dans cette démarche, les médias, le système politique et capitaliste jouent son rôle, mais les classes dirigeantes politiques africaines aussi sont dans cette démarche. Définitivement, parce qu'elles sont cooptées la plupart du temps, de réciter la leçon qu'on leur a donnée en Occident. Et nous autres de la société civile, la nouvelle génération, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient penseurs, qu'ils soient chroniqueurs politiques TV ou autres, il y a aujourd'hui une autre tonalité qui est en train d'être donnée. Et je le vis en direct. Des gens comme Aminata Traoré, ancienne ministre, qui est ma grande sœur, mon amie, qui est l'ancienne ministre de la Culture du Mali. Des personnes comme Didier Awadi, avec lesquels je peux être en désaccord sur bon nombre de sujets, mais qui reste un ami et un frère. Il y a plein de gens qui se bougent. Julius Malema, dans un autre ordre d'idée, mais lui, c'est en Afrique du Sud, c'est encore un autre contexte, mais qui est un soldat lui aussi, réel. J'ai mon frère et ami Patrick Mbeko, qui, dans un autre ordre d'idée, est dans une démarche lui aussi d'analyser
et de faire comprendre aux nôtres la nécessité de réaliser que le continent africain doit être notre priorité, notre présent et notre futur, quel que soit l'endroit où on est installé. Il y en a un certain nombre qui se lèvent. Le professeur Gomez, un grand frère, un ami, panafricain aussi devant l'Éternel, qui fait son travail. On avance. On avance. Et moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas des afro-optimistes pour être optimistes, mais qui constatent que demain ne peut être que meilleur comparativement à hier, parce qu'on vient de trop loin. Jamais noyé juste en apnée, c'est toujours ce que je dis et c'est une réalité, je le pense. Alors, comme promis, on passe à votre ouvrage Black Nihilism. Donc le philosophe et activiste noir américain Cornel West parle du black nihilisme comme, je cite, du sens profond de la dépression psychologique, du sentiment de vacuité personnelle et du désespoir social répandu dans l'Amérique noire. Est-ce que vous retrouvez dans cette définition? Je comprends parfaitement. Déjà, Cornel West, c'est un ancien que j'aime beaucoup, énormément. C'est un très grand philosophe africain d'Amérique, afro-américain. Et je comprends parfaitement ce qu'il décrit quand il parle de ce drame psychologique que vit notre peuple installé là-bas, nos semblables. Quand je dis ça, certains vont dire « Mais Kémy, comment tu peux parler de notre peuple aux États-Unis? Quel rapport entre un Béninois et un Afro-Américain ?» Je les renvoie à un discours de Sankara à Harlem qui disait que son peuple était là-bas, comme il était partout où se trouvait le monde noir de manière générale. Thomas Sankara disait ça. Je comprends parfaitement ce qu'il dit, maintenant je ne mets pas le même contenu sous la logique de black nihilisme. D'ailleurs, il n'a pas conceptualisé dans un livre. C'était une problématique qu'il lançait. Le nihilisme de la communauté afro-américaine, c'est ce qu'il voulait dire. Que nous, après, on peut résumer par black nihilisme. Moi, le nihilisme dont je parle, par définition, l'essence même du nihilisme, il y en a deux sens. Il y a le nihilisme passif et le nihilisme actif. Sans rentrer dans une complexité qui n'est pas nécessaire pour des gens qui nous regarderont, qui peut-être n'auront pas forcément le temps ou la possibilité de chercher pour comprendre. La logique du nihilisme, pour moi, peut être extrêmement négative comme elle peut être positive. Le nihilisme actif va dans le sens de déconstruire les schémas de la société dans laquelle nous sommes installés sur le continent africain et dans le monde africain ou afro-diasporique de manière générale. On vit dans un monde où les bases n'ont pas été posées par nous. Il faut donc les déconstruire. D'une façon ou d'une autre, elles vont tomber, mais il faut qu'on contribue à leur déconstruction. Et en contribuant à leur déconstruction, non pas dans une vision anarchiste pure, c'est pas ce que je dis, mais on pourrait être capable de reconstruire les choses de la manière la plus pure possible avec nos propres bases. C'est ça la résistance au mondialisme pour moi, que chaque peuple reconstruise demain avec ses propres bases. Quand Cornel West, le philosophe afro-américain, parle du nihilisme noir, il parle du nihilisme passif, de ce processus qui date de plus de 5 siècles dans lequel on a été lancé à travers l'esclavage. Et le néocolonialisme qui a été, bon, je veux dire, c'est la suite logique, même aux États-Unis. Il y a le colonialisme mental. On le vit aujourd'hui, c'est une gigantesque plantation encore aujourd'hui là-bas. Et quand Cornel West parle de ça, je me retrouve à 700% dans ce qu'il dit. Et la problématique de l'afro-américain est une problématique que l'on retrouve à différents degrés, de toute façon, partout où les peaux sombres, vous allez en Inde, les Dalits, les intouchables sont les Noirs. On n'est pas là pour faire du négrisme caricatural, mais je fais juste des constats. Vous allez en Australie, les aborigènes, on leur met la misère aussi, sans faire de la victimisation. C'est une réalité. Vous allez dans différents endroits du monde, les peaux sombres vivent ce nihilisme-là de manière passive, réellement. Et c'est dû à un système qui a fait croire à une population, un système qui aura été dépend du capitalisme, mais qui a fait croire aux Blancs que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs, et qui a fait croire aux Noirs ou aux peaux sombres qu'ils étaient inférieurs aux Blancs. Et on doit libérer tout le monde de ça. On doit libérer le Blanc qui croit qu'il est supérieur aux Noirs. Il y en a encore. Et on doit libérer aussi, évidemment, les Noirs qui pensent qu'ils sont supérieurs aux Blancs. Ceux qui le croient, je veux dire, il suffit de voir l'état actuel de l'Afrique ou du monde noir pour comprendre qu'il n'y a pas de nécessité de pouvoir songer à ça. Mais on doit aussi, surtout, libérer les nôtres, comme le disait Frantz Fanon, qui pensent qu'ils sont inférieurs aux Blancs. Donc, je me retrouve dans son nihilisme, dans sa description du nihilisme. Simplement, on ne parle pas des mêmes sujets. Je parle de la réalité africaine et afro-diasporique. Lui parle du contexte afro-américain exclusivement, sans pour autant être dans une démarche de nier les réalités externes. Voilà.
J'aimerais que vous expliquiez le sous-titre de votre ouvrage, Retour à la tradition primordiale. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce que recèle ce concept? Alors, la tradition primordiale, appelée autrement le pérennialisme, c'est ce qu'on appelle, est-ce que les spécialistes de l'ésotérisme surnomment la sève de toutes les traditions, la base, la racine de toute démarche spirituelle. La tradition primordiale, c'est la tradition, comme son nom l'indique, première, les enseignements anciens, les enseignements premiers qui ont été donnés aux hommes, bien longtemps avant même la rédaction de la Bible, du Coran. Tout le monde sait que le Coran, c'est ce qu'on appelle l'ultime rappel. S'il y a des ultimes rappels, ça signifie qu'il y a eu des appels auparavant par définition, bien longtemps avant la Torah, bien longtemps avant qu'il y ait ces livres. Il y a eu des enseignements qui ont été donnés dans les civilisations même premières. On les trouve en Asie. Et le René Guénon, qui est celui qui était la figure principale de ce courant, qui a plus que jamais recherché au XXe siècle ces questions, qui a réfléchi sur ces questions, qui en a ressorti un certain nombre de réflexions. Il s'est beaucoup concentré sur l'Asie, parce que l'Asie, plus que n'importe quelle autre civilisation, a été capable de garder des savoirs plurimillénaires où la logique de lien avec le Créateur, de soumission avec le Créateur était plus que jamais présente. René Guénon a étudié parce qu'il pensait qu'en dehors de l'Orient, en dehors de l'Occident, il n'y avait que l'Orient où est-ce qu'il pouvait se pencher pour étudier. Moi, je suis africain, et en vivant dans les sociétés traditionnelles africaines, contrairement aux gens qui n'ont de clichés par rapport à l'Afrique que des cérémonies où, soi-disant, on aurait des os paluviens, et puis on aurait des danses comme dans Koh Lanta ou je ne sais trop quoi, ou Saga Africa de Yannick Noah, les choses sont plus complexes que ça. Et je vois que derrière un certain nombre de symboliques, il y a des enseignements qu'on retrouve d'ailleurs à bon nombre d'endroits dans les livres dits révélés. La tradition permet de ne pas tomber dans un obscurantisme, parce que la tradition, elle est universelle. Elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle n'est pas jaune, elle n'est pas violette, elle est universelle. Mais on en retrouve des éléments, des ingrédients partout dans le monde, dans toutes les civilisations et toutes les sociétés premières. Et mon travail va dans le sens de me dire que la meilleure façon de résister au mondialisme, c'est de comprendre la racine. Tout simplement. Et c'est pour ça que je me suis inséré depuis énormément, parce que c'est mon parcours poétique qui continue. J'ai écrit Supranégritude il y a 2 ans. Il est sorti l'année dernière. Ces 2 dernières années, ça a été, comme dit le philosophe et mon formateur en philosophie, le professeur Grégoire Biogo, les 2 années les plus importantes probablement de ma carrière, mais de ma démarche politique. J'ai voyagé énormément en Afrique. Et dans le monde aussi. Et en voyageant, en étant confronté à certaines réalités, ça m'a permis de comprendre la profondeur spirituelle et la racine commune que l'humanité dans sa globalité avait. Et j'encourage tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, quelle qu'elle soit, à aller au-delà de l'image qu'on a où on confond souvent coutume et tradition. Coutume, c'est pour moi la transgression de l'homme. L'homme déforme la notion de tradition, mais la tradition, c'est la base universelle, unique, réelle du peuple et son lien par rapport au divin. Est-ce que c'est ça la convergence avec Soral dont tu parlais tout à l'heure, la tradition comme résistance au mondialisme Alors, il y a 2 branches. La résistance patriotique. Là, on se rejoint avec Soral, comme je peux rejoindre des milliers d'autres résistants dans cette démarche, j'ai aucun problème à le dire. Mais la démarche de retour à la tradition, là, je me sens par exemple plus proche d'un Salim Laïbi qui est dans cette démarche. C'est celui qui a le plus, en ces débuts du XXIe siècle, quel que soit ce que certains peuvent dire de lui, moi c'est un ami à titre personnel, Salim a parlé plus que quiconque du pérennialisme et a popularisé ces thèses-là. La différence que j'ai avec Salim, c'est que j'en parle dans le cadre africain. Parce que j'ai étudié et j'explore, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On est toujours resté dans vaudou, culte buti, etc. et autres. On n'a pas mis ça sous l'égide de l'étude de la tradition primordiale. Et en ce sens, pour moi, c'est extrêmement important. Maintenant, après, retour à la tradition et tradition primordiale sont aussi des notions différentes. Que ce soit Soral ou d'autres, beaucoup peuvent avoir ce discours, je ne sais pas. J'ai un grand défaut, c'est que j'écoute pas non plus, voilà, j'ai pas forcément le temps d'écouter les entretiens ou les interventions de chacun.
Mais ce qui est certain, c'est que le retour à la tradition, pour nous autres qui avons été déracinés, c'est une priorité. Encore plus même que pour les Occidentaux. Et il ne faut pas oublier qu'on a subi des colonisations même spirituelles où les gens se sont servis de livres de Dieu, mais ont mis leurs versets et leurs versants culturels sur ces livres-là. Certains ont confondu la religion musulmane avec l'arabisation, par exemple. Ils sont venus en Afrique et ont dit qu'en gros, pour être soumis à Dieu, il faut que tu sois un arabisé. Ce n'est pas le message de l'islam à la base, pas du tout. Allez voir en Indonésie, vous verrez. De la même façon que certains ont confondu le message du Christ avec une vision de la suprématie occidentale, en disant que pour être un bon chrétien, tu dois être soumis à nous autres. CF, malédiction de Cham, via Canaan. La tradition a cette possibilité, cette force d'être un médicament et une protection qui dépoussière et qui enlève, qui désintègre toute pénétration colonialiste, même culturelle, spirituelle, et qui ne reste que sur les écrits, qui ne reste que sur les enseignements, que l'on retrouve dans les livres qui sont précités, mais qu'on retrouve aussi dans des cérémonies traditionnalistes réelles, qui sont en harmonie avec le message premier. Et paradoxalement, c'est cette connaissance de la tradition qui permet d'encore plus comprendre les livres que sont le Coran, que sont les livres, que sont le Nouveau ou l'Ancien Testament. Parce qu'on a la clarté du message premier. Il suffit juste de l'étudier. Et ce n'est pas un travail d'un jour, ce n'est pas un travail de 2 ans, c'est un travail de toute une vie. C'est un travail de chercheur. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité de se dire on ne sait rien en réalité par rapport à la globalité et on doit avancer. C'est dans cette démarche que je me situe. Et voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie sur ce terrain-là. À ce propos, et ce sera notre dernière question, dans votre ouvrage, vous parlez de la nécessité de densifier son esprit critique. En quoi ça vous semble fondamental ? Si vous le permettez, je vais prendre mon exemple, non pas dans un jeu qui serait excluant ou qui serait empreint d'arrogance, mais je vois le résultat et la différence entre le début de mon activisme politique, où j'étais dans un dogmatisme pur, comme on peut d'ailleurs en retrouver dans la dissidence, dans un autre ordre d'idées, où on était convaincu de maîtriser les choses sur des tas de sujets par rapport à la question noire, entre guillemets, et sur le monde qui nous entourait. Et la transition, avec la période où j'ai commencé à me remettre en question, réellement, de fond en comble. Ça date d'environ depuis ma première incarcération, en 2007. En me remettant en question, j'ai ébranlé les certitudes qui étaient présentes, ma vision du monde, et j'ai commencé à aller vers les gens sans a priori. J'ai commencé à étudier auprès de personnes que je n'aurais jamais calculées, si je n'avais pas été dans cette démarche quelque part de m'auto-humilier. C'est l'humiliation quelque part de se remettre en question, surtout quand on est un personnage public. Très peu dans la dissidence le font, très peu. Mais ça nous permet de nous rapprocher de la réalité, profondément. Nietzsche disait, le secret pour récolter la réalité la plus féconde, c'est de vivre dangereusement. Vivre dangereusement, c'est être capable de mettre aussi en danger ses certitudes. Être capable de comprendre qu'on est dans un monde, on avance, on grandit, mais on ne sait rien. Et on doit étudier. Et c'est pour ça que je reviens, si vous le permettez, sur ce qu'on disait au départ de la dissidence. Je ne peux plus me sentir concerné. Je l'avais dit le jour de mon incarcération, mais les gens ne l'ont peut-être pas vu, ceux qui n'étaient pas à la conférence, qui a été un gros succès d'ailleurs, à la Main d'Or. Je ne peux plus me sentir concerné par la dissidence sur l'aspect qui est que on pense avoir la vérité. Si tu n'es pas avec moi, tu n'es pas dans la vérité. Non, les choses sont plus complexes que ça. Les choses sont 1000 fois plus complexes que ça. J'ai rencontré, il y a quelques mois, en août, le professeur Tariq Ramadan, à Dakar. Après l'avoir titillé dans un communiqué, je suis un grand spécialiste de ça. Je titille les gens pour les pousser à la réaction parfois, et à l'échange, au dialogue. On s'est rencontrés à Dakar, on a discuté plus d'1 heure. Si j'écoute la dissidence, Ramadan est un agent du Qatar. Moi-même, je l'ai dit, je l'ai critiqué violemment à une certaine époque. J'ai discuté avec le bonhomme. Je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de choses. Énormément. Mais c'est un monsieur
qui se bat pour ses convictions. Son agenda n'est pas le mien. Mais il a sa vision. Quelqu'un comme Michel Colomb, qui émet des critiques sur la vision de la dissidence, est considéré comme un agent du sionisme dès qu'il n'est pas... Je pense que ça manque de nuances, complètement. Et Michel Colomb, il a des réflexions qui peuvent être... Ça ne veut pas dire que je vais prendre un café avec lui non plus, hein. Je le dis aussi. Il émet des réflexions qui, sur certains points, sont très pertinentes et très cohérentes aussi. Il faut faire attention à mêler parfois notre ego avec nos convictions politiques. Je dis ça, j'essaie de me l'approprier à moi-même aussi, hein, de me l'appliquer à moi-même, excusez-moi. Il faut qu'on essaie d'être le plus objectif possible et de se dire que tout le monde, je dis bien tout le monde, même chez nos ennemis, entre guillemets, tout le monde peut être porteur d'une partie de la vérité parce qu'on fait tous partie de la création, qu'on le veuille ou pas. Dans le jour, il y a des signes, dans la nuit aussi. Et celui qui ne comprend pas ça ne pourra jamais avancer. C'est pour ça que je dis, je le répète, moi je suis un panafricaniste. J'essaye de penser, de réfléchir chaque jour que Dieu fait. C'est mon rôle de toute façon. J'éveille les consciences des miens, j'essaye. Et j'essaye d'ouvrir aussi les yeux de mes frères en humanité, quelle que soit leur couleur de peau. Et j'accepte que d'autres m'ouvrent les yeux parce que je n'ai pas la vérité sur tout, loin s'en faut. Voilà. C'est la démarche dans laquelle je suis et je ne me suis jamais senti aussi fort que dans mes propres faiblesses, qui sont celles-ci. C'est aussi un peu la démarche qu'on essaie d'adopter avec l'agence Info Libre, en allant voir des gens avec qui on n'est pas forcément toujours d'accord. En tout cas, Kémy Séba, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de séjour en France. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. Et si vous le permettez, j'adresserai encore, je ne le ferai jamais assez, mes plus grandes salutations, ma plus grande fraternité à mon professeur, Grégoire Biogou, qui m'a fait gagner en quelques années d'études de dingue aussi. Il m'a bousillé le cerveau, je ne le cache pas. Mais m'a permis d'acquérir une solidité sur la construction de la réflexion assez importante. Et je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir pris sous son aile, clairement. C'est un deuxième père pour moi et tout ce qu'on fait aujourd'hui, je le fais en grande partie grâce à lui. Voilà. Et je ne dis pas ça pour l'histoire du diplôme ou autre qu'il m'a donné, mais c'est simplement parce que je vois où est-ce qu'on est aujourd'hui, je vois où est-ce qu'on était hier. Et la consolidation de la pensée m'a énormément servi en ce qui concerne le professeur Grégoire Biogou. Voilà, c'est mon dernier mot. Et j'espère en ce qui concerne l'altercation entre, pour revenir à la dissidence, entre Soral et Binti. Binti est ma sœur. Et moi, à titre personnel, j'accepterai que personne n'insulte. Et de la même façon que Soral est un résistant au mondialisme. Pas mon ami, mais un résistant au mondialisme. Et je le dis, je le répète, je serai toujours plus proche de Soral que de Bernard-Henri Lévy. Que les choses soient très claires. Voilà. Même si après je peux être plus proche, par exemple, que d'un Salim Laïbi, d'un Soral, etc., etc. Mais je déteste que nos ennemis tirent sur des gens qui, à mon sens, résistent à leur façon, qui n'est pas la mienne, à l'impérialisme. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc je fais attention. Le message est passé. Merci à vous. À bientôt, Kémy. Merci.